Comment a-t-il pu arriver que près de 80 000 soldats romains aguerris, des hommes habitués à la chaleur de la Syrie et aux neiges de la Dacie, aient disparu dans le brouillard humide de la lointaine Bretagne, comme si la terre elle-même les avait engloutis? Tacite écrivait sur les tribus du Nord qui savaient se fondre dans les marais plus vite qu'un éclaireur romain ne levait une torche. Mais même lui n'a pas donné de réponse à la question principale. Qu'est devenue cette armée? Armée à la pointe de la technologie de son époque. C'est ici que se noue une interrogation qui mène à la conclusion. Si l'une des troupes les plus disciplinées du monde a pu disparaître, alors qu'est-ce qui peut disparaître pour chacun de nous lorsque nous faisons un pas vers l'inconnu? Des fouilles archéologiques dans le nord de l'Angleterre révèlent que les fortifications romaines de cette époque furent hâtivement renforcées entre les années 80 et 90 du 1er siècle, comme si quelqu'un attendait une attaque qui ne fut jamais décrite en détail par aucun contemporain. Kit-Live mentionnait le rude climat de la Bretagne, et les archéologues le confirment. Sur ces terres, le brouillard était si dense qu'il ressemblait à de la laine de mouton, et pouvait dissimuler une colonne entière en quelques minutes. Les fantassins lourds, que les Romains appelaient astati, portaient sur eux environ 25 kg d'équipement, et chaque pas sur le sol marécageux se transformait en une lutte contre la boue visqueuse. Le brouillard dans le nord de la Bretagne pendait bas, telle une gigantesque toile blanche où s'accrochaient les silhouettes des soldats. Les historiens divergent, mais beaucoup estiment que les conditions climatiques ont joué un rôle décisif dans la disparition des unités romaines. L'épaisse nappe de brouillard semblait effacer les contours de la réalité, et les légionnaires pouvaient avoir l'impression de marcher à l'intérieur d'une bête immense, dont le souffle glaçait la peau et étouffait le bruit des pas. Dans de telles conditions, les signaux des corps s'éteignaient à quelques dizaines de pas, comme s'ils étaient dévorés par l'air humide. Le légat, un officier responsable de la gestion d'une légion entière, commandait la progression et prenait les décisions concernant les itinéraires, la reconnaissance et les formations. Ces tâches rappelaient celles d'un commandant moderne d'une grande brigade mécanisée. Veiller à la logistique, au rythme de la progression et à la sécurité de la colonne, en équilibrant vitesse et endurance. Et lorsque les collines du nord de la Bretagne s'ouvraient devant lui, il comprenait que chaque nouveau kilomètre pouvait devenir un point de non-retour pour la troupe. On pourrait presque sentir l'odeur du cuir mouillé des boucliers et entendre le clapotis étouffé de la boue sous les sandales. Les images visuelles que révèlent les sources romaines dépeignent un monde où la nature elle-même était l'adversaire et l'ennemi restait invisible. Mais la véritable ampleur de la tragédie des Romains deviendra plus claire si l'on voit comment a commencé leur chemin vers cet inconnu, où le brouillard devenait un mur et la terre un piège. Quand il devint clair pour Rome que le nord de la Bretagne ne pierrait pas sous le joug de la discipline et des routes, commença une préparation que l'historien moderne Goldsworthy a qualifiée de l'une des plus ardues pour les légions du 1er siècle. Tacite écrivait que l'avancée vers les terres des Calédoniens exigeait non seulement du courage, mais aussi d'énormes réserves de vivres, car la région n'offrait presque rien pour l'approvisionnement. C'est durant cette période, selon diverses sources, que furent envoyés aux confins de l'Empire jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de soldats, répartis entre les légions, les troupes auxiliaires et la cavalerie. D'abord, une image surgit. Des centaines de mulets, chargés de sacs de céréales, d'amphores de vin, de caisses d'armes. Les Romains appelaient ces colonnes de bêtes de somme un apparatus. C'est ainsi qu'ils désignaient le lourd convoi logistique qui fournissait à l'armée tout le nécessaire. L'apparatus s'étendait sur des kilomètres. Et plus les soldats s'enfonçaient vers le nord, plus cette ligne de ravitaillement vivante s'allongeait. Si un légionnaire portait sur lui environ 25 kg d'équipement, l'apparatus, lui, supportait le poids de toute la campagne. Des réserves de pain aux sangles de rechange pour les boucliers. Les normes de marche étaient strictes. Kit-Live mentionnait que les colonnes romaines pouvaient parcourir jusqu'à 20 km par jour. Mais en Bretagne, ce rythme était réduit de près de 3 fois.
La boue entravait les pas, les pluies ramollissaient les routes, et les vents froids du nord transperçaient même les capes de laine, qui, selon les archéologues, avaient souvent une doublure supplémentaire spécifiquement pour le service en Bretagne. Les légionnaires mâchaient du pain de blé sec, mélangé à du vinaigre et de l'eau, pour rester vigoureux. Leur ration, selon Polybe, était conçue pour l'endurance et non pour le goût. L'image de ce mouvement était à la fois majestueuse et effrayante. Devant les yeux, non pas les lignes ordonnées des défilés, mais un flot incessant d'hommes, d'animaux et d'équipements qui s'étirait à travers les collines, laissant derrière lui de profondes ornières dans la terre détrempée. Des dizaines de feux de camp fument aux haltes, tels de petits phares dans l'immense obscurité humide. Les sentinelles de nuit chuchotent, écoutant le vent hurler au loin, comme s'il appelait quelqu'un par son nom. Chaque matin, les légionnaires se lèvent avant l'aube, alors que le brouillard tient encore la terre dans ses doigts glacés et reprennent leur chemin. Le contrôle d'une telle masse d'hommes reposait sur les épaules du centurion, commandant d'une centurie, qui, dans l'armée romaine, était respecté autant qu'un officier moderne des forces spéciales. Le centurion n'était pas un simple commandant. Il veillait à la discipline, à l'ordre de bataille, à l'approvisionnement et même au moral des soldats. Sa voix perçait le bruit des pas et le râle des mulets, donnant le rythme à la colonne. Ce sont les centurions qui maintenaient l'armée hors du chaos, lorsque les routes se transformaient en cours d'eau et les sentiers marécageux en pièges. Les fouilles le long de la ligne du Valoum dressent un tableau effrayant. Sur certaines sections, des traces de fortifications hâtives ont été découvertes, comme si les Romains tentaient de renforcer leur point d'appui sous la pression constante de l'ennemi. Cela indique que la campagne était préparée avec la compréhension que les terres du Nord n'étaient pas seulement hostiles. Elles étaient imprévisibles. Chaque jour pouvait être le dernier pour des dizaines de soldats, noyés dans les tourbières ou repérés par les éclaireurs calédoniens. Et pourtant, malgré ces difficultés, la machine romaine continuait d'avancer. Des centaines de mâts montaient les tentes, des milliers de pieds s'enfonçaient dans la boue, des dizaines de commandants veillaient à l'ordre. Tout cela, afin de pénétrer des terres qu'aucun homme du Sud n'avait encore vues si profondément. Mais plus l'armée s'enfonçait, plus le sentiment grandissait que l'espace lui-même commençait à résister. C'est ici qu'apparaît la clé du mystère. La préparation était presque parfaite, mais la Bretagne préparait sa propre épreuve, dont les Romains n'avaient pas encore connaissance. Lorsque la première lumière du jour toucha les collines de Calédonie, la colonne romaine était déjà en mouvement. Tacite écrivait que, dans le nord de la Bretagne, l'aube ne survenait pas d'un coup, mais par un lourd et humide soupir de la terre, lorsque le brouillard ne disparaissait pas, mais devenait simplement plus clair. Dans les premières heures de la marche, les légionnaires avançaient sur des sentiers étroits que les tribus locales connaissaient comme leur poche. Les recherches archéologiques dans la région des monts Grampians montrent qu'à cette époque, il n'existait que des passages naturels, et toute tentative d'élargir le chemin se transformait en une lutte contre la pierre et les racines. Au début, les soldats ne voyaient devant eux que les silhouettes moroses des collines et le dos de leurs camarades. À ce moment, une image surgissait. Un long flux sinueux d'hommes, comme une rivière de métal et de cuir, se déplaçant entre les crêtes de pierre grise. Les Romains appelaient ce mouvement un agmen, une formation de marche, étirée en ligne sur plusieurs kilomètres. L'agmen n'était pas une simple colonne. C'était une structure complexe, où les éclaireurs marchaient loin devant, les forces principales au centre, et le convoi logistique, à l'arrière-garde, comme un cœur caché sous les côtes. Le début du chemin recelait le premier problème sérieux, l'ennemi invisible. Selon le témoignage de Tacite, les Calédoniens n'engageaient pas le combat en plaine, ne tentaient pas de briser la formation de l'infanterie lourde. Ils disparaissaient dans les forêts, les marais et les gorges, comme faisant partie du paysage. Leur mouvement était imprévisible, et les attaques survenaient lorsque les légionnaires faisaient un pas dans le brouillard, où le bruit des pas perdait sa direction. C'est à ce moment précis que Louis,
devenait plus importante que la vue, et chaque combattant romain tendait l'oreille, essayant de capter le craquement d'une branche ou le froissement de l'herbe. Le brouillard, selon les auteurs antiques, était si dense qu'à une distance de quelques pas seulement, les soldats se transformaient en ombres floues. L'image de ce brouillard rappelait une gigantesque écume marine rejetée sur la terre, qui dévorait les contours, les sons et même le temps. Dans de telles conditions, même les trompettes, qui servaient d'instruments de signalisation, perdaient de leur efficacité. Le son s'éteignait à une dizaine de mètres, et les signaux légionnaires se transformaient en un gémissement à peine audible. Les guerriers marchaient comme à l'intérieur d'une immense pièce vide, où les murs changeaient constamment de forme. Les premières pertes survenaient précisément ici. Les historiens estiment qu'une partie des soldats romains a pu périr sans un seul coup de l'ennemi, engloutis par les tourbières, qui dans le nord de la Bretagne étaient plus profondes et plus traîtresses que dans toute autre province. Un rapport d'archéologues mentionne des traces d'anciens plattelages de bois construits sur les tourbières. Mais si le platelage était endommagé pendant la nuit ou dissimulé par l'eau après la pluie, un pas de côté devenait fatal. Et l'équipement lourd, cuirasses, casques, boucliers, armes, les tirait vers le bas instantanément. Le tribun, l'un des officiers supérieurs de la Légion, comparable en responsabilité à un commandant de brigade adjoint moderne, devait veiller à l'ordre en marche. Le tribun contrôlait que l'agmin ne s'étire pas trop, que la reconnaissance revienne à temps, que les avant-gardes ne perdent pas le contact avec le centre. Mais dans le brouillard, même un tribun expérimenté pouvait perdre son orientation. Et lorsque les manipules d'avant-garde s'éloignaient, leurs silhouettes se dissolvaient dans le voile blanc, comme si quelqu'un les effaçait de la surface de la terre. La traversée devenait une épreuve d'endurance et de nerfs. La pluie se transformait en une fine bruine piquante qui s'infiltrait sous les vêtements, le brouillard collait au visage, et le froid pénétrait jusqu'aux os. Les soldats marchaient en silence, n'entendant que le râle de leur propre respiration et le bruit de leurs pas. Certains historiens supposent que c'est précisément durant ces jours que commença à se former une situation où des parties de la Légion cessèrent de comprendre où se trouvaient les autres. Tandis qu'un groupe se frayait un chemin à travers les collines, un autre s'enfonçait trop loin vers le nord, et la communication entre eux disparaissait, comme des traces sur la terre humide. Mais tout cela n'était que le début. Tandis qu'une formation se dissolvait et une autre se perdait, l'ennemi observait chaque pas depuis les hauteurs, d'où le brouillard ressemblait à une douce rivière d'argent. Et c'est précisément à ce moment, où les Romains pensaient encore maîtriser le chemin, que des événements ont commencé à se produire, que les historiens qualifieraient plus tard de l'un des épisodes les plus étranges de la campagne du Nord. Lorsque la colonne s'enfonça dans des terres où, selon Tacite, la forêt devenait plus dense et l'air plus lourd, les Romains ressentirent pour la première fois que l'espace autour d'eux commençait à se rétrécir. Les sources mentionnent que dans la région des marais du Nord, l'armée fut confrontée à un phénomène que les historiens modernes ont du mal à reconstituer. Des zones de brouillard dense, coupant les détachements les uns des autres si brusquement, comme si des murs s'abaissaient entre eux. Les fouilles archéologiques dans les Highlands écossais révèlent des traces de camps temporaires, construites à la hâte et abandonnés après 1 ou 2 jours, comme si les soldats avaient tenté de s'abriter, mais avaient à chaque fois été contraints d'avancer. À ce moment apparaît une image clé. Les boucliers massifs des légionnaires, brillants d'humidité, se transformaient en lourds battants de porte, qu'il fallait traîner à travers la tourbière visqueuse. Une telle formation, où les guerriers serraient leurs boucliers les uns contre les autres, les Romains l'appelaient fulmatation. Une sorte de regroupement dense, protégeant des coups soudains venant d'en haut ou de côté. La fulmatation ressemblait à un enchevêtrement serré de fer et de corps, qui devait résister à la première attaque ennemie. Mais dans le brouillard, cela devenait un geste presque aveugle. Les boucliers se levaient, sans savoir d'où viendrait le danger. La culmination de la marche ne commença pas par un cri de guerre, mais par un son que les auteurs comparaient au grondement d'une mer lointaine. Un rugissement parvint aux légionnaires,
comme si des centaines de voix résonnaient depuis l'arrière des collines. Selon diverses sources, les Calédoniens utilisaient des corps en bois qui amplifiaient l'écho et créaient la sensation que l'ennemi les encerclait de toutes parts. Les soldats sentaient la terre vibrer sous leurs pieds, bien que personne ne vit les assaillants eux-mêmes. Ce fut le moment où l'armée romaine, pour la première fois de la campagne, perdit confiance dans son propre ordre. Le premier coup vint d'en haut. Les historiens débattent des détails, mais beaucoup estiment que les tribus utilisaient les hauteurs pour faire pleuvoir des pierres et des lances sur la progression. Dans le brouillard, il était impossible de comprendre d'où venait le projectile. Les légionnaires entendaient un court sifflement, après quoi une lourde pierre perçait les boucliers serrés, comme si elle brisait des branches sèches. Les pertes étaient sensibles. Chaque soldat tombé devenait un obstacle sur lequel trébuchaient les rangs suivants, et la fulmination commençait à se disloquer. Les boucliers s'inclinaient, la formation se brisait. Le préfet des troupes auxiliaires, un commandant responsable de l'infanterie légère et de la reconnaissance, c'est-à-dire les unités qui devaient réagir en premier à la menace, tentait de maintenir le contrôle de la situation. Le préfet comprenait que sans manœuvre, la colonne était condamnée. Mais dans des conditions de visibilité nulle, la manœuvre était mortellement dangereuse. Tout écart du sentier pouvait mener le détachement dans un marais. Le préfet donnait des ordres par de courts cris, espérant qu'au moins les dizaines de soldats les plus proches l'entendraient. Mais le brouillard étouffait le son, et les ordres se perdaient, comme si l'air les dévorait. Tacite écrivait sur la disparition instantanée de manipules isolées, et les archéologues confirment, de manière surprenante, la possibilité d'un tel scénario. Dans le nord de l'Écosse, il existe des vallées où le brouillard change si rapidement qu'en 1 minute, il recouvre complètement l'espace environnant. Les guerriers qui se retrouvaient à l'écart du chemin principal pouvaient perdre leur orientation et s'éloigner, pensant qu'ils continuaient à suivre leur unité. Quelques centaines de mètres plus loin, ils pouvaient se retrouver face à un marais ou une pente raide, cachée par le voile blanc. L'image de cette mort était d'un silence inhumain. Pas de cris désespérés, pas de combat à l'épée, seulement le sanglotement de la boue, des silhouettes estompées et de rares impacts de pierres tombant des hauteurs. Un soldat pouvait disparaître dans la tourbière en quelques secondes. La lourde cuirasse le tirait vers le bas, le bouclier s'accrochait aux touffes d'herbe, et la surface se refermait rapidement sur le corps, ne laissant ni trace ni témoin. Et chaque nouveau pas rendait la formation de plus en plus fragmentée. Et pourtant, malgré le chaos, les légionnaires tentaient de maintenir leur chemin. Mais plus le combat durait dans ce monde blanc sans issue, plus il devenait clair. L'ennemi ne voulait pas la victoire en combat ouvert. Il voulait dissoudre l'armée, comme le sel dans l'eau de mer. C'est ici, dans ces moments de délitement, que commença à se dessiner ce mystère même, qui des siècles plus tard plongerait les historiens dans l'impasse. Quand le brouillard s'épaissit, et que les coups contre la colonne se firent plus fréquents, les Romains comprirent. Ce n'étaient pas des sorties chaotiques, mais une pression méthodique. Tacite notait que les Calédoniens savaient rompre la formation ennemie en morceaux. Et c'est précisément ce qui commença à arriver aux légions. Les détachements désorganisés, qui le matin encore marchaient en une ligne unique d'agmens, se transformaient maintenant en îlots de soldats, entourés d'un vide blanc. Les découvertes archéologiques dans la région de Pitomki confirment l'arrêt brutal de la construction des routes romaines, comme si le travail s'était arrêté en un seul jour et que les gens avaient simplement disparu. Une image surgit. Sur un haut plateau, où les pierres sont couvertes de mousse, les Romains se serrent en un cercle dense. Les boucliers dans leurs mains étaient mouillés, lourds, glissants, comme s'ils venaient d'être plongés dans l'eau glacée. Les Romains appelaient une telle formation circulaire un orbis, un anneau défensif, lorsque les guerriers se plaçaient épaule contre épaule, présentant leurs boucliers et leurs lances vers l'avant.
L'Orbis ressemblait à une petite île de fer dans la mer de brouillard, qui à chaque minute devenait de plus en plus petite, car les hommes, se tenant à ses bords, tombaient et disparaissaient. La culmination de la campagne du Nord eut lieu, selon diverses sources, l'un de ces jours où la visibilité tombait à quelques pas. Les guerriers calédoniens utilisaient le relief pour se cacher sur les pentes et fondaient sur les groupes isolés de légionnaires instantanément, comme s'ils surgissaient de la terre même. Leurs lances, plus légères et plus longues que les pilums romains, permettaient de porter des coups sans entrer en combat rapproché. Les coups étaient rapides, cinglants, comme les coups de bec des oiseaux de proie. Les légionnaires ripostaient, comme ils le pouvaient, mais l'absence de ligne générale rendait chacun de leurs gestes désespéré. Tacite écrivait que le brouillard dissimulait l'ampleur véritable des pertes, et les chercheurs modernes estiment c'est précisément la perte d'orientation qui fut mortelle pour des dizaines de manipules. Les soldats ne savaient pas où était le nord, où était le sud, et tournaient, ne suivant que le son du combat, qui dans le brouillard déformait la direction. Les pieds glissaient sur la tourbe mouillée, les épées s'enfonçaient dans l'herbe humide, et le souffle se transformait en vapeur, qui se mêlait aussitôt au brouillard, rendant les visages des combattants indiscernables les uns des autres. Dans cette confusion, le rôle des commandants devint crucial. Le légat, chef de toute l'expédition, tentait de rassembler les forces dispersées, mais la communication entre les détachements avait disparu. Le légat était pour l'armée ce qu'est aujourd'hui le commandant d'une grande division. Il était responsable de la stratégie, de la décision de poursuivre la marche et de la direction du mouvement. Mais même lui, de l'avis de certains historiens, pouvait se retrouver coupé de la majeure partie de la troupe. Et alors, toutes les décisions se transformaient en conjectures. Avancer, reculer, ou attendre les éclaireurs, qui eux-mêmes pouvaient devenir une partie du brouillard. Le combat ne dura ni 1 heure, ni 2. Dans le brouillard, le temps perdait son sens. Les Romains pouvaient tenir la défense toute la journée, mais chaque minute jouait contre eux. L'armée s'épuisait plus vite que les Calédoniens, qui connaissaient le paysage et se retiraient dès qu'ils subissaient de faibles pertes. C'est précisément pourquoi les pertes romaines furent si élevées. Ce combat n'était pas une bataille, mais une série d'attaques épuisantes, où l'ennemi apparaissait et disparaissait, telle une ombre, laissant derrière lui de nouveaux corps. Les données archéologiques indiquent qu'il n'a pas été trouvé dans ces lieux de fosses communes massives, caractéristiques des grandes batailles. Cela renforce la supposition la plus troublante. La majorité des soldats ne sont pas morts sur le champ de bataille. Ils se sont noyés, se sont perdus, ont été achevés par de petits groupes ou ont succombé aux éléments, plutôt qu'à l'ennemi. Et le brouillard est devenu le principal acteur de ce drame, cachant non seulement les meurtriers, mais aussi l'histoire elle-même. Lorsque le brouillard commença enfin à se dissiper, les Calédoniens s'étaient déjà retirés dans les forêts. Et les Romains? Il ne restait presque plus de Romains. Les vestiges de la colonne, épuisés, exténués, tentaient de retrouver le chemin du retour. Mais la carte dessinée le matin n'avait plus de sens. La terre avait changé, et les traces avaient disparu. Et pourtant, le plus étrange était à venir, car même la mort sur le champ de bataille laisse une trace. Et ici, il n'y avait presque aucune trace. C'est précisément ce qui ouvre la porte au mystère principal, que ni les historiens, ni les archéologues ne peuvent résoudre depuis des siècles. Lorsque les restes de l'expédition tentèrent de recueillir des informations sur les unités disparues, ils se heurtèrent à la même chose, le vide. Non pas des camps abandonnés, ni des traces de retraite précipitées, précisément le vide, comme si les gens s'étaient évaporés. Habituellement, un camp romain, même abandonné, laissait des traces caractéristiques, des fragments d'amphores, des foyers, des marques de piquets de tente, des fosses de tranchées sanitaires. Mais dans ce cas, rien de tel n'a été trouvé.
Les archéologues, ayant examiné les itinéraires des campagnes du Nord, ont noté que des dizaines de mètres au-delà de la frontière d'Antonin, la terre semblait non touchée par l'homme, comme si personne n'y avait jamais marché. Ceci devint la base de l'hypothèse la plus sombre. La colonne n'avait pas été détruite. Elle avait été sectionnée et dissoute dans un paysage où le brouillard jouait le rôle non pas d'un simple phénomène météorologique, mais d'un instrument, presque comparable à un écran de fumée de tranchée. Les Calédoniens, selon toute vraisemblance, utilisaient le brouillard de la même manière que les forces spéciales modernes utilisent la fumée, pour masquer les déplacements, désorienter l'ennemi et le diviser en petits groupes. Et maintenant, imaginez, un groupe de 20 à 30 soldats, ayant perdu le contact avec le commandement, erre au milieu des tourbières, où le relief change à chaque pas. Le brouillard s'installe dans les dépressions. Des fosses marécageuses invisibles peuvent sembler être de la terre ferme. Le bruit des pas des camarades est étouffé par l'air humide. Le détachement avance à l'oreille, mais le son se brouille et se brise, se réfléchissant sur les crêtes de pierre et les collines. Les gens commencent à entendre des pas qui semblent venir de derrière, puis de devant, bien que la source ne soit pas du tout un combat, mais l'écho de leur propre panique. À un moment donné, de tels petits groupes disparaissaient simplement. Et lorsque des heures ou des jours plus tard, les éclaireurs d'avant-garde repassaient aux mêmes endroits, ils ne trouvaient ni corps, ni boucliers, ni même des fragments de lance. Quelques-uns pouvaient se noyer dans les marais, mais des dizaines, des centaines, cela semblait impossible. Mais les recherches les plus récentes sur les masses tourbeuses montrent qu'au cours d'un millénaire, de nombreux petits objets engloutis ont pu s'enfoncer si profondément que les méthodes archéologiques ne les atteignent pas. Cependant, même cette version n'explique pas une chose: la disparition de l'état-major. Le légat, les centurions, les officiers expérimentés, ce ne sont pas des gens qui se perdent accidentellement dans le brouillard. Ils étaient accompagnés de porte-enseignes, portant l'aquila, l'aigle de la Légion, le symbole principal de l'honneur romain. La perte de l'aquila était considérée comme une honte pire que la mort. Et pourtant, certaines sources du Nord, les traditions celtiques, racontent que les gens à l'oiseau d'or furent aperçus loin dans les montagnes, où le brouillard ne se dissipe pas pendant des semaines. Ces légendes, transcrites des siècles plus tard, sonnent presque comme un mythe. Elles racontent des ombres d'argent, des étrangers qui erraient dans les montagnes, ne comprenant pas la langue, et moururent, non pas par l'épée, mais par le ciel. Compte tenu du climat, cela pourrait signifier la mort par le froid. Mais ce qui est surprenant, les mêmes légendes mentionnent que les corps de ces étrangers furent emportés par les esprits du brouillard. Il est possible qu'il s'agisse du fait que les habitants locaux ne se donnaient tout simplement pas la peine d'enterrer les ennemis trouvés, mais laissaient les corps aux éléments, abandonnés dans les marais, sur les corniches rocheuses, les emmenaient dans des endroits où la nature faisait le reste. Du côté romain, un silence étrange également. Après cette campagne, les rapports deviennent vagues, et certains comptes rendus ont probablement été détruits ou réécrits. Les historiens soupçonnent depuis longtemps que Rome cachait l'ampleur de l'échec. Les provinces britanniques étaient déjà à l'époque un actif coûteux, et la reconnaissance d'une défaite des plus cruelles au nord aurait pu provoquer une crise politique. Trop de ressources avaient été consacrées aux routes, aux forts, aux fortifications, à l'avancée dans des lieux d'où personne n'est revenu. Un détail important, après cette disparition, les Romains commencèrent à fortifier activement la frontière au sud, à des centaines de kilomètres du lieu des événements. Ils construisirent le mur d'Antonin, non pas une simple muraille, mais une ligne de fortification, comme pour tenter de se protéger de quelque chose d'invisible. Les fortifications étaient conçues non seulement pour repousser les attaques, mais aussi pour surveiller les mouvements dans les terres du Nord. Cela donnait l'impression qu'ils ne craignaient pas une attaque d'armée,
mais le retour de quelque chose qui avait emporté ces hommes. Et cela soulève la question principale. Si les Romains craignaient ce qui se cachait dans le brouillard, pourquoi cette peur a-t-elle duré des décennies?